Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais procéder à la lecture linéaire d'un extrait de l'acte 1, scène 3 de Phèdre de Racine, et plus particulièrement des vers 259 à la fin de la scène 3, donc au vers 316. Il s'agit de l'aveu de Phèdre à Œnone. Je rappelle que pour cet exercice propre au baccalauréat de français, vous devez dans un premier temps proposer une introduction. Alors, je ne vais pas faire l'introduction à votre place, mais je pense que ce serait pertinent notamment de citer Roland Barthes, donc très, très, très grand théoricien de la littérature, qui a notamment écrit sur Racine et qui parle en fait, dans la citation que je vais vous donner, du rôle tragique de la parole et du silence au théâtre lorsqu'il affirme, en parlant de Phèdre de Racine, « Dire ou ne pas dire, telle est la question ». Et on entend effectivement ici l'intertextualité avec Hamlet de Shakespeare. Donc je partirai de cette citation puisque si vous voulez, les scènes d'aveu, les scènes d'aveu mettent en lumière, mettent en relief, si vous voulez, tout l'enjeu de la parole au théâtre, et notamment de la parole et de son poids tragique, en l'occurrence, dans cette pièce. La problématique que je proposerai pour cet extrait, ou les problématiques sont les suivantes. On peut tout simplement se demander dans quelle mesure cet aveu a une dimension tragique. Et puis il y a une version un peu plus élaborée de la problématique. On peut se demander dans quelle mesure cet extrait met en lumière, donc dans quelle mesure cet extrait met-il en lumière l'aveu de l'amour passionné et vain de Phèdre pour Hippolyte. Ce passage, à mon sens, on peut distinguer trois mouvements dans ce passage. Le premier mouvement du vers 259 au vers 268, donc tout ce qui précède la longue tirade de Phèdre et qui constitue une forme de cheminement vers l'aveu. Ensuite, donc le début de la tirade, du vers 269 au vers 300, qui met bien en lumière l'intensité ou la violence et l'ambivalence de cette passion amoureuse. Et enfin, donc des vers 301 à 316, la fin de cette tirade qui montre bien l'amour comme un combat qui mène à la souffrance du personnage. Donc, concernant ce cheminement ici vers l'aveu, on peut commencer à analyser le vers 258 qui commence par une courte réplique d'Œnone, une question directe. Elle interroge véritablement Phèdre ici sur la nature de ses sentiments. Et Phèdre y répond toujours au sein, j'ai dit 258, au sein de ce vers 259, avec une réponse ici qui est dépersonnalisée, puisque elle associe l'amour et les fureurs, d'ailleurs qu'elle utilise au pluriel, et ça souligne véritablement ce mouvement, si vous voulez, passionnel, ce mouvement extrême. Donc elle ne répond pas, quand je dis que sa réponse est dépersonnalisée, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas directement à Œnone « Oui, j'aime Hippolyte », mais elle dit bien « De l'amour, j'ai toutes les fureurs ». Au vers 260, donc on a toujours Œnone qui agit un petit peu comme... c'est elle qui pousse à la révélation, elle a un peu ce rôle... Elle procède à une forme de maïeutique, si vous voulez. Donc Œnone pose la question « Pour qui ?» Et donc on est toujours cette question directe, réplique brève, ce à quoi Phèdre répond, toujours au vers 60, « Tu vas ouïr le comble des erreurs ». On a l'utilisation ici du futur proche qui annonce l'aveu, et le comble des horreurs, qui est une forme de superlatif. On voit ici véritablement que Phèdre a conscience de la monstruosité des sentiments qu'elle éprouve pour Hippolyte. Au vers 261, elle affirme « J'aime ». 3 petits points, à ce nom fatal, je tremble, je frissonne, et vers 262, j'aime. Donc non seulement ici on a l'anaphore du verbe aimer, mais aussi on a la répétition de ces points de suspension, cet effet, cette aposiopèse, qui montre véritablement l'impossibilité pour Phèdre de dire le nom d'Hippolyte. Et cela parce que c'est un amour interdit,
et que cet élément interdit et que cet interdit passe par l'impossibilité de nommer Hippolyte, par cet élément indicible en fait. C'est pour ça qu'on parle souvent de Phèdre comme d'une tragédie du langage, pour faire encore référence à la citation que je proposerai en amorce. Vers 262, Œnone répond qui, donc on est toujours ici dans un questionnement très très bref et qui fait écho au vers 260, et Phèdre répond de manière un peu périphrastique, donc toujours au vers 262 et 263. Lorsqu'elle elle affirme « Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé ». Donc ici, ça renvoie toujours à, si vous voulez, à l'impossibilité de nommer Hippolyte, puisqu'elle emploie une périphrase qui le désigne, et à cela, Œnone s'exclame vers 264 « Hippolyte, grand Dieu ». Donc on a une double exclamation qui marque véritablement son étonnement, mais aussi son horreur. Et vers 264, Phèdre répond « C'est toi qui l'as nommé ». On est toujours dans cette tragédie du langage, dans cette impossibilité de nommer Hippolyte, dans cette espèce de demi-aveu. Pourquoi ? Parce que dire cet amour interdit, c'est déjà le rendre en fait trop réel. Œnone vient répondre ensuite vers 265. Juste ciel, tout mon sang dans mes veines se glace. Ô désespoir, ô crime, ô déplorable race. Donc ici, on a non seulement l'emploi des phrases exclamatives qui renvoient toujours à l'étonnement et à l'horreur d'Œnone. Vous avez, on peut aussi le relever, la métaphore de cette idée donc du sang qui se glace dans ses veines et qui renvoie donc de manière imagée à toute l'horreur éprouvée par Œnone, à la paralysie, à l'effroi. Et enfin, vers 266, vous avez cette gradation au désespoir, au crime, au déplorable race, et notamment avec l'emploi de déplorable race. Vous avez, si vous voulez, cet écho à l'idée qu'on est dans une forme de tragédie, je dirais de fatalité, j'allais dire héréditaire d'une certaine manière, et qui place véritablement d'ailleurs Phèdre dans une posture de victime. Donc au vers 267, Œnone ajoute « Voyage infortuné, rivage malheureux ». Vers 268, « Fallait-il approcher de tes bords dangereux ?» Donc on a cette petite métaphore filée du voyage infortuné, rivage, les bords, qui marque, si vous voulez, de manière métaphorique le cheminement de l'amour, plus l'emploi de la ponctuation forte qui est de nouveau un procédé, si vous voulez, tragique, voire pathétique, et enfin l'emploi de la question rhétorique, vers 268, « Fallait-il approcher de tes bords dangereux ?» dont la réponse, on s'en doute bien, est non, même si c'était quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance, qui dépasse véritablement Phèdre. On arrive ainsi à la tirade de Phèdre. Et donc, cette tirade, la première partie de cette tirade, met bien en lumière, comme j'aimerais le rappeler, l'intensité, la violence et surtout l'ambivalence de la passion amoureuse ici de Phèdre. Donc, cette tirade commence de la manière suivante, vers 269. « Mon mal vient de plus loin ». On a une véritable référence ici à son destin tragique, au poids de l'hérédité. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Donc on peut relever peut-être déjà vers 271 le verbe « sembler » qui montre cette illusion de bonheur, en fait, cette illusion de bonheur dans lequel elle semblait être, dans cette union qu'il a liée à Thésée. Vers 272, vous avez un oxymore qu'il ne faut absolument pas rater, mon superbe ennemi.
Donc c'est une périphrase ici qui désigne Hippolyte et qui montre véritablement le tiraillement du personnage entre sa passion pour Hippolyte et sa prise de conscience de cet amour comme un amour interdit. Et puis avec Superbe Ennemi, on est aussi dans le lexique du combat, donc de cet amour vu comme une lutte. Vous avez ensuite, vers 273, cette gradation extrêmement connue et populaire, qu'on retrouve dans tous les bouquins de stylistique. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Donc non seulement vous avez une gradation, mais vous avez aussi ici une antithèse qui montre à la fois, donc qui montre déjà que l'amour a des répercussions physiques sur Phèdre, mais aussi que cette passion dévorante l'amène vers des états contradictoires et qui la projette dans quelque chose d'extrêmement intense. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Vous avez une petite métaphore avec l'idée du trouble qui s'élève dans l'âme et surtout le champ lexical du coup de la souffrance avec ici notamment donc le nom commun trouble et puis l'adjectif éperdu. On est véritablement dans un registre à la fois tragique et pathétique. Vers 275, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Donc vous avez ici une négation qui renvoie véritablement au mutisme, à la paralysie, à cette espèce de mort symbolique de Phèdre et toujours aux répercussions physiques de cet amour, de cette passion qui la paralyse entièrement. Je sentis tout mon corps étransir et brûler, pareil. Cette phrase est absolument canonique, on la retrouve dans beaucoup d'ouvrages de stylistique comme exemple de procédé littéraire, notamment pour l'antithèse. Je sentis tout mon corps étransir et brûler, puisqu'on vous indique bien que transir veut dire glacer. Donc on est toujours dans des répercussions physiques, si vous voulez, de cette passion monstrueuse, et ça dit également la puissance, l'intensité, et de nouveau, j'insiste, l'ambivalence. C'est pour ça que c'est aussi le titre de cet axe, au sens, donc l'ambivalence de cet amour qui l'amène vers des états contraires et intenses. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. Alors, on peut peut-être aller un peu plus loin. D'un sang qu'elle poursuit tourments inévitables, par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. Donc, des vers 277 à 280, on a vraiment une référence à cette fatalité divine. Et voilà, Phèdre se met véritablement dans une posture de victime du divin, des lois divines. Et je dirais que de manière plus large, dans tout cet extrait, il y a une véritable ambivalence aussi entre le sentiment de culpabilité de Phèdre, puisqu'elle se sent coupable de cet amour monstrueux, et en même temps sa victimisation. Elle se place aussi dans une posture de victime de cette fatalité, de cette condamnation supérieure. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec les adjectifs redoutables, inévitables, qui renvoient, c'est cette posture de victime dans laquelle elle se met. Vers 280, de victime moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. On peut relever notamment ici ma raison égarée. Vous avez l'adjectif égaré, et puis c'est une petite métaphore en fait, si la raison s'égare, qui renvoie aussi à l'état de folie dans lequel elle glisse tout doucement, subrepticement, véritablement, Phèdre, cette passion est à la limite, je dirais, de l'aliénation. D'un incurable amour remèdes impuissants, donc encore un extrait, encore un vers à bien connaître, puisqu'il est pareil, c'est un exemple très très canonique des ouvrages de stylistique. Vous avez ici un chiasme, incurable amour remèdes impuissants.
donc, entre incurable amour, remèdes impuissants, ça forme voilà, un chiasme. Et ce qu'on peut relever également dans ce chiasme, c'est cette petite métaphore de la maladie, même métaphore filée, puisque vous avez l'idée incurable, remède. Ici, donc, vous voyez, l'amour est associé à une forme de maladie, donc à quelque chose qui a une pathologie et dont elle souffre de symptômes. Et donc ça montre aussi, si vous voulez, la force et la fatalité, une fois de plus, de cet amour. On peut souligner aussi que ce chiasme est employé dans une structure de phrase exclamative, et donc ça renvoie toujours à la dimension tragique de l'extrait. Vous avez vers 284, en vain sur les autels ma main brûlée l'encens. La locution adverbiale en vain ici montre bien l'impuissance de Phèdre face à la puissance du divin, puisque d'une certaine manière elle n'arrive pas à calmer les ardeurs ici de Vénus. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Tellement intéressant le début de ce vers 286, puisque finalement, quand elle dit « j'adorais Hippolyte », ici Hippolyte est profondément sacralisé et se substitue à Vénus en fait. Et elle ne dit pas, et c'est d'autant plus intéressant que voilà, on retrouve cette idée un peu de tragédie du langage, puisqu'elle ne dit pas « j'aime Hippolyte » ou « j'aimais Hippolyte », mais « j'adorais Hippolyte ». Donc on est toujours dans... peut-être voilà, cette tragédie du langage, cette impossibilité de dire directement qu'elle aime Hippolyte, et en même temps elle le sacralise au point de l'adorer un peu comme on adore des icônes, comme on adore des dieux en fait, tout simplement. J'adorais Hippolyte et le voyant sans cesse. Donc on a une autre locution adverbiale qui est hyper intéressante, c'est sans cesse, et qui montre véritablement l'obsession de Phèdre ici pour Hippolyte, et cette folie, du coup, dans laquelle elle glisse lentement. Même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Donc ici, on a de nouveau cette métaphore ici ce qui fait référence, si vous voulez, à l'adoration un peu sacrée de Phèdre pour Hippolyte, et la métaphore où elle associe Hippolyte à un dieu, avec le déterminant d'ailleurs démonstratif ce dieu, et donc ça renvoie de nouveau à la sacralisation, la divinisation, la sacralisation d'Hippolyte, et surtout aussi le don absolu, le sacrifice absolu que Phèdre fait à Hippolyte. J'offrais tout à ce dieu. Que je n'osais nommer, très intéressant. Donc toujours au vers 288, on retrouve cette idée de tragédie de la parole. Elle n'ose pas le nommer, puisque comme je l'ai dit précédemment, le nommer, c'est être dans l'aveu de cet amour et en sentir toute la réalité en fait. Je l'évitais partout, au comble de misère. Donc elle met en place une stratégie de fuite. Et on retrouve, si vous voulez, une forme de superlatif qui peut faire écho vers 260, au comble de misère. On est vraiment aussi avec cette phrase exclamative dans une... En tout cas, elle se met dans une posture pathétique. Et l'extrait prend bien évidemment une tournure, une teneur pathétique. Vers 290, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Vous avez une petite synecdoque, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père, et qui marque de nouveau cette obsession pour Hippolyte. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter, j'excitais mon courage à le persécuter. Donc non seulement elle est en combat avec elle-même, et ce combat, d'une certaine manière, se manifeste par cette volonté de le fuir, de le haïr, de le persécuter. Vous avez une métaphore, j'excitais mon courage à le persécuter. Donc ensuite, pour bannir l'ennemi, donc on est vers 293, pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre.
Ici, véritablement, donc vers 293, entre le nom commun ennemi et l'adjectif ici idolâtre, vous avez une forme d'antithèse qui montre de nouveau le contraste entre son désir pour Hippolyte et sa raison qui la pousse ici à le fuir. J'affectais les chagrins d'une injuste marâtre, donc elle le pousse d'une certaine manière à la fuite en suscitant, en diffusant plutôt, pas en suscitant, en diffusant un sentiment de haine. Je pressais son exil et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Donc, je pense qu'on est totalement toujours dans cette stratégie-là, cette stratégie de fuite. Et donc qui marque aussi un peu l'ambivalence, le paradoxe, voilà, de cette passion amoureuse qui à la fois cette passion qui la transporte et qui lui cause une peine, une douleur, une souffrance absolument quasiment indicible. Donc vers 297, elle affirme « Je respirais Œnone » et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Dans un premier temps, on peut relever peut-être l'emploi du verbe respirer qui marque une forme peut-être de répit ici pour Phèdre. D'une certaine manière, l'éloignement d'Hippolyte lui a permis peut-être de souffrir moins, ce qui est renforcé en tout cas par ici moins agité et puis la métaphore, mes jours coulaient dans l'innocence. Vers 299, donc vers 299, elle affirme soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymen je cultivais les fruits. Ici, clairement, et c'est le cas d'ailleurs dans l'ensemble de cette tirade, il y a une longue partie en fait narrative. Donc elle fait référence au temps passé avec Thésée et comme l'indique du coup la note à l'idée qu'elle s'occupe finalement des enfants nés de son mariage avec Thésée. Ce mouvement aura donc bien permis de mettre en lumière à la fois l'intensité, la violence et l'ambivalence de la passion amoureuse de Phèdre pour Hippolyte. Et enfin, dans un dernier mouvement, on verra cet amour, cette passion amoureuse finalement vue comme un combat qui mène à la souffrance du personnage. Dans un premier temps, donc Phèdre affirme au vers 301 « Vaine précaution, cruelle destinée ». Donc ici, on a une double exclamation qui renvoie toujours à la fatalité de cet amour. Par mon époux lui-même à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. On a de nouveau cette répétition de la métaphore de l'ennemi, donc d'Hippolyte considéré comme un ennemi. Et ça montre de nouveau le paradoxe finalement des sentiments de Phèdre. Ce qu'on pourrait peut-être rajouter aussi, c'est qu'avec cette métaphore, on est presque dans cet extrait, dans une dimension épique, puisque l'amour, et c'est pour cela que j'ai choisi ça comme troisième axe, est vu comme un combat contre elle-même, mais aussi contre Hippolyte et contre cette fatalité divine. Donc j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné, ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Donc ici on est dans le champ lexical, si vous voulez, l'isotopie de la souffrance physique, avec blessure, avec saignée, et c'est une manière pour elle de métaphoriser, voire d'hypertrophier, d'exagérer sa douleur ici. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Véritablement ici, donc cette phrase est aussi très très connue, ce vers est très très connu, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Phèdre se place de nouveau dans une posture de victime de la fatalité divine, et on a cette métaphore de la proie, donc ça dit bien qu'elle se considère elle-même comme une victime
de la fatalité. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Donc, ce qui est intéressant vers 307, c'est qu'elle fait une métaphore en fait entre cet amour et un crime. Et ça révèle véritablement l'horreur, la monstruosité de son amour et aussi la prise de conscience de la dimension, si vous voulez, d'une certaine manière criminelle du coup de cet amour. Ensuite, donc vers 308 que je relis, j'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Vous avez ici un parallélisme de construction entre vie, haine, flamme, horreur, et qui renvoie véritablement à la souffrance profonde ici du personnage. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Et donc ici, ça renvoie véritablement à sa volonté de mourir peut-être pour conserver une forme d'honneur. Et puis on a aussi une petite antithèse ici vers 310 entre la flamme et l'adjectif noir qui signifie ici criminel. La noirceur ici est associée une forme de criminalité, de monstruosité de cet amour. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Donc là, elle s'adresse à Eunon. Je t'ai tout avoué, je ne m'en repens pas. Donc elle revendique cet aveu. Pourvu que de ma mort respectant les approches, donc elle anticipe véritablement sa mort, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches. Donc elle supplie finalement Eunon de la laisser de la laisser tranquille, de la laisser mourir en paix, et que tes vains secours, donc elle a la conscience d'être condamnée, c'est ce qu'on voit avec l'emploi de l'adjectif ici vain, l'adjectif antéposé du coup vain, et que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler, à s'évaporer, à se dissiper. Une petite métaphore ici, si on considère aussi que la chaleur est associée d'une certaine manière à la vie. On est donc face à un personnage qui souffre et qui affirme sa volonté, si vous voulez, de trouver peut-être une forme de rédemption, de salut dans la mort, et donc cet amour qu'elle voit véritablement ici comme un combat face à de multiples forces, notamment face à la fatalité ici divine. Voilà, une fois que vous avez procédé à cette lecture linéaire qui devrait être évidemment beaucoup plus courte, donc beaucoup plus ciblée sur des procédés particuliers et qui renvoie uniquement à vos axes, eh bien, il faut procéder à une conclusion. Je rappelle que pour la conclusion, non seulement vous faites le bilan de vos axes, mais vous proposez également une petite ouverture. Et cette ouverture, vous pouvez la proposer dans le cadre de la séquence sur des documents complémentaires, sur une autre lecture analytique, sur un extrait de mise en scène de la pièce qui serait pertinent, sur une citation qui serait pertinente. Vraiment, c'est à vous de choisir. Évidemment, ici, là, cette lecture linéaire était très longue parce que j'ai pris le temps d'aller quand même assez profondément dans les détails stylistiques du texte. Et je vous demande évidemment, mes chères premières, de prendre ça en note pour nourrir vos propres productions, les compléter au besoin. Mais le jour de l'oral, il faudra retirer de tout ça la substantifique moelle pour tenir simplement dans le temps imparti. Voilà. J'espère que c'était clair. S'il y a des choses que vous jugez bon de rajouter ou d'autres procédés que vous auriez pu mettre en lumière, que vous auriez analysé ou des doutes, n'hésitez évidemment pas à m'en faire part et je répondrai à vos questions.